Bonsoir à tous. Merci beaucoup de vous être connectés pour cette présentation de la médecine intensive réanimation qui va avoir lieu sur environ 1 heure en fonction de vos questions, peut-être plus. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je veux bien si je peux avoir un retour sur Oui, on l'audio, t'entend. si c'est bon. Oui, on t'entend. Super. Merci beaucoup. Alors, je me présente, je suis Valentin de Villiers-de-Lanoux, je suis interne en MIR au CHU de Reims et je suis secrétaire général de l'Association nationale des jeunes médecins intensivistes réanimateurs. Ce soir, on vous propose une présentation de la spécialité de MIR qui va se dérouler en 2 parties. Une première partie assez rapide où on va présenter la maquette, les possibilités qu'elle offre et le post-internat rapidement. Puis après, on vous propose l'intervention de 4 médecins que je remercie d'avoir accepté d'intervenir pour présenter 4 facettes de la pratique de la réanimation. Un docteur junior qui vous expliquera un peu le vécu de son internat, un médecin qui travaille en centre hospitalier, donc hors CHU dans une plus petite ville, un médecin qui travaille dans un CHU à Paris et un autre médecin qui travaille dans un hôpital privé en réanimation. Alors, la maquette, pour la décrire rapidement, elle dure 5 ans. L'internat dure 5 ans. Il y a 2 premiers semestres qui doivent se faire, un en réanimation et un en anesthésie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la phase d'approfondissement où il y a 2 stages hospitaliers au minimum en réanimation. Un stage libre où on choisit donc ce qu'on a envie de faire, que ce soit de la réanimation ou autre chose. Et 3 stages hospitaliers dans un service plutôt orienté sur la médecine, ce qui donne une possibilité soit de choisir de prendre une valence assez forte dans une matière, si on aime beaucoup la cardiologie, l'hématologie, la neurologie, ou au contraire d'avoir une maquette plus panachée et d'embrasser le côté polyvalent qu'offre la réanimation. Et enfin, il y a la phase de docteur junior, où on est en autonomisation et on fait 2 stages en réanimation, soit dans une seule réanimation, soit dans 2 réanimations. Au cours de l'internat, on peut faire une option qui est de la réanimation pédiatrique pour s'orienter beaucoup plus vers la pédiatrie, avec des stages hospitaliers qui seront tournés vers cette spécialité, et des FST, des formations transversales spécifiques, si on veut donner une couleur un peu différente à sa maquette par la douleur, l'hygiène, la prévention, la nutrition, la pharmacologie ou les soins palliatifs, en sachant que ni les options ni les FST n'ont un caractère obligatoire. L'internat en MIR, ça offre une possibilité, comme je vous l'ai dit, soit d'autres spécialisations dans une spécialité médicale, notamment dans les grosses subdivisions, ou d'effectuer une maquette plus panachée ou une maquette avec une dominante sans pour autant faire qu'une seule matière. Pour ce qui est des spécificités par subdivision, il y a le guide des villes version 2022 qui est sur le site du CEMIR et la version 2023 qui arrivera très bientôt sur le site de l'Angemir dès que ce sera mis à jour. Et l'internat en réanimation, il offre aussi la possibilité de faire des remplacements, c'est-à-dire de faire des gardes de chef dans des services qui ont des besoins puisqu'ils ne peuvent pas assurer leur ligne de garde ou qui souhaitent prendre des intervenants extérieurs pour s'offrir une bonne qualité de vie. Et ça, c'est dès 5 semestres validés avec 40 gardes, dont 2 semestres de réanimation. Le post-internat en MIR, on va le voir, il offre plein d'exercices possibles, de l'universitaire, où il y a de la recherche, de l'enseignement et de la clinique, de l'extra-universitaire, du privé, et la possibilité de travailler en remplacement ou en intérim de manière pérenne. On peut avoir de la modularité dans la carrière. Il y a des gens qui s'orientent vers les questions d'hygiène, vers les questions d'infectiologie, avec la possibilité de faire des équipes mobiles hospitalières. Et c'est un mythe que de se dire qu'on va être obligé de faire des gardes jusqu'à la fin de sa carrière. Il y a beaucoup de postes à pourvoir partout. Ça, c'est le lien pour aller sur l'enquête démographique du CEMIR. Le CEMIR, c'est le collège des enseignants, ceux qui ont rédigé votre collège, qui regroupe en fait tous les enseignants de réanimation. Et ils ont fait une enquête pour prouver que il y avait encore beaucoup d'endroits où on avait besoin de réanimateurs. Et pour aussi appuyer le fait qu'il y ait une palette assez large d'exercices, l'Angemir a fait une dizaine de vidéos qui font intervenir des réanimateurs qui ont différentes facettes d'exercices dans leur métier. Vous pouvez regarder ces vidéos qui vraiment appuient le fait qu'il y a différents types d'exercices et ce qui donne une possibilité de changer de carrière au fur et à mesure de son évolution ou au contraire d'en faire une seule si on trouve un mode qui nous convient.
L'AMIR, il y a quand même un grand bénéfice, c'est qu'il y a beaucoup de monde, on travaille en équipe. Il y a un repos de garde qui est systématique pendant l'internat et ce sont des gardes où, quand on a beaucoup de choses à faire, on ne dort pas beaucoup, mais il y a quand même un certain nombre de gardes où on peut se garantir, même en CHU, un certain nombre d'heures de sommeil, ce qui permet le lendemain de profiter de son repos de garde. Il y a le respect des jours de formation dans tous les stages de médecine et avec beaucoup de formations proposées par le Collège des enseignants où on appuie vraiment avec eux sur la nécessité de la formation obligatoire. Donc, ces formations sont aussi données par les stages de médecine et ça permet de vraiment être serein dans sa pratique et d'apprendre beaucoup de choses. On a de nombreux camps internes, c'est des stages, généralement les stages de réanimation, on est assez nombreux et ça donne vraiment une émulation d'équipe et le travail d'équipe, c'est vraiment une qualité assez forte. Ça donne envie d'aller travailler le matin. La spécialité, elle a des caractéristiques qui, pour moi, sont des forces. C'est, comme je vous l'ai dit, le travail d'équipe. Le côté physiopathologique, c'est extrêmement satisfaisant de comprendre ce qu'on fait et de bien le faire et de comprendre comment se font les améliorations ou si le patient se dégrade, pourquoi il se dégrade. C'est une spé technique. Alors, c'est absolument pas quelque chose qui doit vous faire peur ou vous rebuter. La technicité, elle n'est pas innée, ça s'apprend. La seule différence entre quelqu'un qui est très technique et quelqu'un qui l'est moins, c'est que celui qui l'est moins, il va mettre plus de temps à apprendre, mais à la fin, il saura faire les mêmes gestes que celui qui était très habile. La réanimation, il y a une énorme diversité de prise en charge en réanimation médicale. Il y a un côté recherche diagnostique, il y a un côté prise en charge cardiologique, neurologique, néphrologique, qui permet vraiment de garder une palette assez large en médecine et de traiter l'ensemble des organes. Il y a une réflexion éthique qui est assez forte sur la question de l'admission en réanimation, la question de la proportionnalité des thérapeutiques qui sont mises en place, qui se fait toujours en équipe. Et les gardes, en plus de l'avantage financier pendant et après l'internat, comme on l'a dit, ce sont des moments où on travaille la nuit. Il faut aimer ça, mais moi, je trouve que c'est toujours un monde extraordinaire de voir l'hôpital en ébullition la nuit. Et quand on a l'occasion de dormir, ça permet d'avoir des lendemains de garde où on peut faire toute autre chose et avoir du temps pour soi. Tout de suite, je vais passer la parole aux différents intervenants qui ont accepté de venir. Il y a une interne qui est docteur junior en MIR qui va vous raconter un peu son internat. Ensuite, un médecin qui est en hôpital de périphérie qui va vous raconter comment ça se passe en extra-universitaire. Un autre médecin pour vous parler de la vie en universitaire. Et enfin, les structures privées. Je leur ai proposé 3 questions. C'est de se présenter, de présenter leur parcours, de parler des caractéristiques de leur mode d'exercice et pourquoi ils conseillent la mire. Évidemment, toutes vos questions, vous pourrez les poser après dans le chat ou à l'oral si vous souhaitez les poser. Et on est là pour y répondre. Clémence, je ne sais pas si tu es connectée. Oui, si. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. Ok, super. J'avais fait un petit diapo, mais comme je ne suis pas très dégourdie, je ne sais pas comment l'afficher. Alors, attends, il faut que je te donne la main. Je vais regarder si je peux te donner la main, Clémence. Donc déjà, premier point pour faire de la réanimation, on n'a pas besoin d'être super doué en informatique. C'est bon, tu es animatrice, donc normalement, sur ton bandeau en bas, tu vas avoir une possibilité d'écrire partage d'écran, partager l'écran. Je ne sais pas si tu vois, c'est vert. Ah oui, ok. Ok. Vous voyez mon écran? Oui, tu n'es pas au début du Oui, diapo et tu n'es pas en mode plein non. écran, mais on voit ton écran. Ok, parfait. Donc moi, je m'appelle Clémence Perrin, je suis docteur junior à Strasbourg en Alsace. Donc docteur junior, c'est la dernière année d'internat. Donc là, je suis en train de faire mon dernier semestre d'internat de médecine intensive et réanimation. Je vais rapidement passer les premières diapos parce qu'au final, c'est ce que tu viens de dire. Et je vais tout de suite aller sur ma maquette pour vous parler un peu de mon parcours. Donc moi, initialement, j'étais externe à Lyon et je suis venue en Alsace pour faire l'internat. Donc j'ai une phase socle qui a commencé par un semestre en réanimation médicale au CHU à Strasbourg à Haute-Pierre. C'est un service qui a plutôt un recrutement de patients onco-hématologiques et c'est aussi le service de transplantation hépatique du Grand Est. Donc, on a aussi un recrutement pour les greffes hépatiques.
Et mon deuxième semestre, je l'ai fait en périphérie, en anesthésie-réanimation, au CH de Colmar, ce qui permettait d'être en anesthésie la journée. Et mes gardes, je les faisais en réanimation chirurgicale, donc ce qui m'a permis aussi de voir le versant, réanimation chirurgicale. Ensuite, ma phase d'approfondissement, donc qui a duré 3 ans, je l'ai fait, entre la périphérie et le CHU. J'ai fait 2 semestres de réanimation, l'un au CHU, au Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg, donc c'est le deuxième CHU de Strasbourg. La réanimation a plutôt, une orientation, cardio-respiratoire, médecine interne. Après, c'était surtout une orientation Covid parce que c'était, pendant la seconde vague de Covid. Le deuxième semestre de réanimation médicale, je l'ai fait, en service de périphérie à Mulhouse, qui est un gros centre un gros CHG, avec un énorme plateau technique, pour un hôpital périphérique, à savoir qu'il y a de la chirurgie cardiaque, il n'y a pas de neurochir, il n'y a pas d'ORL, mais par contre, tout le plateau technique est présent, donc ça permet de travailler en périphérie avec le plateau technique, qui est presque équivalent à celui d'un CHU et être, connecté avec le CHU de façon, très facile, pour orienter les patients si besoin. Et à côté de ça, mes spécialités médicales, j'en ai fait, 2 en néphrologie parce que, la néphrologie, c'est un service qui m'intéresse avec une spécialité qui m'intéresse. Donc 6 mois, je l'ai fait en néphrologie, avec, surtout les patients, dialysés chroniques et les bilans, d'insuffisance rénale. Et les autres 6 mois, je l'ai fait dans le service, de transplantation. Donc quand les patients vont, greffés rénaux posent des problèmes, ils étaient hospitalisés dans ce service-là et puis, le suivi, de post-transplantation, immédiat. J'ai fait également, 6 mois en service de soins intensifs de cardiologie et 6 mois, en service de soins continus de pneumologie avec, un gros, recrutement chez les patients, greffés pulmonaires. Donc ça m'a permis de faire, seulement, 2 semestres de réanimation et 4 semestres de spécialité médicale, ce qui est, super intéressant au cours de la maquette de MIR, c'est qu'on peut faire un peu ce qui nous intéresse, en coordonnant tout ça avec notre coordinateur de DES et avec notre co-interne, mais on a nos autres co-internes, mais on a quand même, un large choix, de spécialités à faire. Et ensuite, ma phase d'approfondissement, donc le docteur junior, j'ai fait, 6 mois à Mulhouse en réanimation de périphérie où j'ai commencé à prendre les gardes de chef, avec une astreinte, très disponible, à tout moment, du jour et de la nuit, qui se déplace, si problème. Et puis là, actuellement, je suis au CHU, à Haute-Pierre à Strasbourg où en fait, je boucle un peu la boucle de mon premier semestre, d'internat, où je fais aussi des gardes, de seniors avec, une astreinte en backup, si question et si, besoin de se déplacer, au cours de la nuit, si on a besoin. À savoir qu'on est vraiment, pas lâché dans le grand bain, pour les gardes de chef, du jour au lendemain. C'est vraiment fait de façon, très, comment dire? Heu, douce, et régulière et tant qu'on ne se sent pas de prendre des gardes de chef. Enfin, moi, je connais personne qui a été obligé de prendre des gardes de chef et on a le téléphone de garde, petit à petit de façon, de plus en plus importante, jusqu'à être tout seul la nuit. À côté de ça, j'ai, fait un DU de réanimation des patients immunodéprimés. Donc ça, c'était de mon propre chef. Il y a aucune obligation de faire un diplôme, universitaire au cours de l'internat. Heu, il y a des arguments pour en faire, il y a des arguments pour pas en faire. Ça, c'est peut-être une question qui viendra, par la suite et c'est pas vos principales questions, immédiatement, je pense. Et je regrette en aucun cas d'avoir fait de la mire parce que, j'ai pu avoir une maquette, très variée, passer dans des, spécialités, qui m'intéressaient, faire aussi des stages en service conventionnel qui apportent, une connaissance médicale qui est pas du tout négligeable et ça permet pendant, 6 mois, de se confronter à des malades conventionnels, savoir, quand est-ce qu'un malade est grave et qu'il faut appeler la réanimation, quand est-ce qu'on peut temporiser, quand est-ce qu'il faut discuter en amont avec les réanimateurs, quand est-ce qu'on peut faire rentrer un patient à la maison parce que ce n'est pas des choses qu'on sait,
qu'on sait forcément et ce n'est pas forcément inné. Et ça permet aussi, une fois qu'on est en réanimation, de savoir quand est-ce qu'un patient est sectorisable, qui peut aller en service conventionnel de façon sécuritaire pour lui. Ça permet également de connaître plein de gens à l'hôpital et de se faire son réseau. Et pour la suite, vous verrez, on a d'autres petits carnets d'adresses qui augmentent quand même assez rapidement. Et c'est toujours plus sympa à 3 heures du matin de discuter le dossier avec un collègue qu'on connaît, qu'on peut tutoyer et avec qui on peut discuter de ses vacances entre deux informations médicales. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous redire. Pour le choix de la réanimation, c'est un peu les arguments que Valentin vous a présentés initialement. Moi, j'aime beaucoup la polyvalence de la réanimation, le fait qu'on ne sache pas quelles admissions on fera. Ça peut être un choc cardiogénique et puis 3 heures après, on a un coma inexpliqué qui s'avère être une méningite. Et puis 3 heures après, une hépatite fulminante sur une prise de paracétamol. Les discussions éthiques sont toujours très importantes et très intéressantes. Le travail en équipe et le travail nocturne, c'est quelque chose aussi qui a un rythme qui me convient bien, et les repos de garde qui sont toujours appréciables. Ce qu'il en est de la qualité de vie, c'est que la garde arrive à 18h30, voire même plus tôt. Donc, si le service est bien organisé, on arrive quand même à rentrer assez tôt à la maison. Et ce qui est pas forcément toujours le cas dans les spécialités médicales. Et en général, même les spécialités médicales qui viennent faire leur stage en réanimation, ils trouvent qu'ils souffrent un peu plus en réanimation parce que le rythme de vie est quand même plus confortable. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, si tu voulais que je précise d'autres choses, Valentin. Non, c'est top, c'est top. Je trouve que tu as bien expliqué que on peut faire un peu de tout ou choisir une spécialité qui nous intéresse plus, que ce lien entre la réanimation médicale où on recrute quand même, notre recrutement de patients vient beaucoup de patients de service ou de SMUR. Il y a une vraie cohérence à passer dans ces stages puisqu'on voit les patients, qu'est-ce qu'ils deviennent après ou qu'est-ce qu'ils étaient avant quand on les récupère dans ces services. Donc, il y a une vraie force à avoir ce lien entre les services de médecine traditionnelle et les services de réanimation, et une vraie cohérence dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que les stages de médecine, on apprend aussi à gérer beaucoup plus de patients qu'en réanimation, on est plutôt préservé, et que les stages de réa, c'est toujours des stages où on a un respect du temps de travail qui permet d'avoir une vraie qualité de vie. Je ne sais pas si notre prochaine oratrice est connectée. Je crois que si. Nathalie, je crois que je t'ai vu quelque part. Oui, je suis connectée. Génial. Est-ce que tu as des... Si... Clémence, tu peux arrêter de partager ton diaporama si c'est possible. Génial. Je ne sais pas si tu avais des choses particulières. Nathalie, un diaporama ou juste a cappella? Non, c'était juste a cappella. Eh bien, on est parti pour de la cappella alors. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Verrier. Je suis médecin en réanimation à l'hôpital de Beauvais dans l'Oise. C'est un hôpital de 1000 lits environ, avec un service de réanimation dans lequel on a 11 lits de réanimation et 6 lits de soins continus polyvalents, ce qu'on appelait avant les soins continus. Dans notre service actuellement, on a 7 PH, on a une majorité de femmes, on a 4 femmes, 3 hommes. Il y a des mères de famille, il y a des médecins en fin de carrière qui font moins de garde, qui ont plus un rôle d'expert clinique ou diagnostic au lit du malade. On accueille des malades, pour vous donner envie de venir travailler chez nous, qui sont principalement médicaux, mais également chirurgicaux. Parce que dans un service de réanimation périphérique, la plupart du temps, il n'y a qu'un seul service de réanimation. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un beau panel de pathologies possibles. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de travailler en périphérie. Pour vous donner envie de faire des stages en périphérie et de venir voir exactement comment ça se passe, parce que quand on a été interne en faculté ou étudiant en faculté, parfois c'est un petit peu difficile de prendre sa voiture et puis d'aller faire 50 ou 60 km pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Je vous dirais que travailler en périphérie, ça permet d'avoir un plateau technique conséquent. On a de la chirurgie qui peut être intéressante, même si on n'a pas de chirurgie cardiaque ou de chirurgie thoracique, on a un gros pôle de chirurgie ORL et digestif, mais également gynécologique, avec une maternité qui tourne énormément.
On a la chance d'avoir une coronarographie et tout ça nous permet d'avoir des pathologies intellectuellement extrêmement stimulantes. Mais à la fois, travailler en périphérie, ça veut dire être dimensionné d'une façon qui permet que la plupart du temps, tout le monde vous connaît. Au bout d'un certain temps, médecins, paramédicaux, même les personnels de radiologie, tout le monde vous appelle par votre prénom. Ça vous permet d'avoir des examens complémentaires plus rapidement, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça permet d'avoir une ambiance un petit peu familiale, avec parfois les petites disputes qu'on peut avoir dans une vie de famille, mais ça permet surtout de rester proche des équipes. Et si vous avez envie de rester proche des équipes et d'avoir une qualité de travail à ce niveau-là, venez voir vraiment ce qui s'y passe, vous ne serez pas déçus. Ça ne veut pas dire que pour autant, l'intérêt que vous pourriez y avoir et y trouver, ce serait de sortir parfois de votre zone de confort. Parce que la nuit, les effectifs ne sont pas énormes comme dans un CHU. En général, par exemple, sur mon hôpital, il y a grosso modo, 3 médecins capables de prendre des urgences vitales en charge la nuit. Il y a le médecin du déchocage aux urgences, il y a le médecin qui est de garde en anesthésie et puis il y a le médecin en réanimation. Et c'est vrai qu'à 3 heures du matin, lorsqu'on a plusieurs urgences vitales en même temps, on se passe des coups de fil, on se relaye, on a besoin de communiquer ensemble, toutes spécialités confondues, et de compter les uns sur les autres. Et si vous avez le goût des autres, le goût de travailler en équipe, même avec des gens qui ne sont pas de votre spécialité, venez en périphérie, vous ne serez pas déçus de cette qualité de travail-là. Vous pouvez même, lorsqu'on travaille dans un centre plus petit, avoir à agir également en service de périphérie, en service de pédiatrie, où on a le réa-néonat, puisqu'il y a une néonatologie, un service de néonat qui est collé à la maternité. Mais le pédiatre, il n'y a pas de réa pédiatrique pour les enfants de plus de 1 an. Donc, parfois, on va prêter main forte au pédiatre. Et puis, à plusieurs cerveaux, dans des pathologies difficiles, parfois dans des enfants dans des situations difficiles. On réfléchit à plusieurs, on stabilise l'enfant en attendant qu'il soit transféré en service de réanimation pédiatrique vers un CHU. Et voilà, on a parfois besoin de débriefer de situations difficiles, mais on sort grandi d'avoir été capable de sortir comme ça de sa zone de confort et de venir de venir porter main forte à un enfant en état parfois critique. Ça veut dire aussi, travailler en périphérie, qu'on ne peut pas travailler seul. On ne peut pas non plus vivre recroquevillé sur soi-même et qu'on a besoin de développer des capacités de communication avec nos intermédiaires du CHU. Beaucoup d'entre nous ont travaillé durant nos études dans les services de réanimation du CHU. Et donc, que ce soit quand il s'agit d'avoir un malade qui a besoin d'une assistance circulatoire, qu'on appelle aussi ECMO, que ce soit d'avoir un malade qui a besoin d'échanges plasmatiques pour des pathologies, des microangiopathies thrombotiques, par exemple, on a la chance d'avoir des relations privilégiées avec le CHU d'Amiens. Et c'est vrai que voilà, on n'hésite pas à passer la main, à demander conseil. On n'est jamais mal reçu. Et plus on tisse son lien, plus on tisse son réseau avec des collègues qui ont confiance en vous, plus vite le malade il est transféré lorsqu'on a besoin, parce qu'en fait, on vous fait confiance. On sait que vous savez évaluer un malade, qu'on ne va pas faire un transfert pour rien. Et c'est vrai que ça apporte aussi beaucoup de qualité dans le travail quand il y a une fluidité, de capacité comme ça d'échange et de retransfert après vers le CH périphérique, parce qu'on est capable de délester aussi le CHU lorsqu'il est engorgé de malades trop compliqués. Donc, voilà, c'est aussi ça l'intérêt. La 4e raison, j'ai envie de vous dire qu'on peut aussi faire de la recherche, c'est-à-dire qu'on peut aussi diriger des thèses. On a des médecins dans le service qui ont beaucoup d'appétence pour ça, d'autres qui préfèrent être cliniciens au lit du malade. Et on force personne à quoi que ce soit. Chacun a son histoire, chacun a son parcours, chacun a ses envies. On participe aussi à des études qui soient régionales ou nationales sur la réanimation. Et puis, on a une grande appétence pour l'enseignement parce qu'on a la chance d'avoir à peu près 7 internes par semestre, des internes de toutes spécialités confondues, que ce soit bien sûr la médecine intensive réanimation, des internes d'anesthésie réanimation, des internes de spécialité cardiologique, médecine interne, des internes de médecine d'urgence qui apprennent à travailler ensemble. On reçoit depuis quelques années maintenant des externes et puis on a aussi la chance d'avoir des docteurs juniors, comme nous l'a dit la précédente oratrice, qui viennent aussi travailler en périphérie et qui viennent grossir les rangs des médecins de périphérie. Et puis la dernière raison pour laquelle ce serait pas mal de venir travailler en périphérie, j'ai envie de venir, venez vous la faire. Venez travailler avec nous, 6 mois, 1 an, faites votre docteur junior et puis trouvez la raison qui vous donnera envie de travailler dans un hôpital à dimension peut-être un peu plus petite, mais où vous vous y retrouverez et où sur le plan de qualité de vie au travail, vous y trouverez un équilibre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Un grand merci Nathalie pour cette présentation de la MIR en CH extra-universitaire où en effet il y a la richesse de la polyvalence, parfois
eu un sentiment d'avoir plus d'autonomie parce qu'on est parfois un peu plus isolé, mais en fait, on n'est pas tant que ça parce qu'on travaille toujours en groupe et cette possibilité d'avoir une vie aussi assez modulable où on peut faire de la recherche ou si on n'a pas envie d'en faire, on peut faire que de la clinique, on peut faire que de la clinique. C'est un mode d'exercice où même moi, en tant qu'ancien parisien, j'ai eu un peu peur des périphéries. En fait, j'ai adoré mes stages en périphérie, au point que j'en ai fait un en plus parce que je trouve que c'est une façon d'apprendre la médecine qui est vraiment sur le terrain et qui est assez passionnante et qui apprend vraiment à aiguiser ses sens de clinicien. Dominique, je ne sais pas si tu es connecté, je crois que oui. Oui, tout à fait. Salut Alors, Dominique. je réponds aux questions, c'est ça. Alors, déjà me présenter, je suis le Ouais. docteur. Pardon? Oui, oui, c'est parti. Je Ça. te laisse a cappella. Donc, je suis le docteur Dominique. Bonjour à toutes et tous, tout d'abord. Moi, je suis le docteur Dominique Vaudevard et je suis MCUPH à Lariboisière en médecine intensive réanimation. Alors, moi, ce n'était pas tout à fait la même chose à mon époque parce qu'on faisait un internat de spécialité avant de faire une spécialisation en médecine intensive et réanimation. Donc, j'avais fait de la médecine interne et puis j'avais aimé la réanimation que j'avais rencontrée au cours de mon stage. Et c'est comme ça que j'ai fait de la réanimation médicale, puis maintenant de la médecine intensive réanimation, avec une particularité maintenant sur votre maquette, c'est que finalement, ça correspond à ma maquette à moi. C'est-à-dire que vous faites un peu ce que vous voulez dans pas mal de stages, avec vos stages libres, avec une orientation soit très généraliste, soit cardio, pneumo, néphro. Et puis, ensuite, vous faites de la médecine intensive réanimation et c'est vraiment une très bonne formation. Voilà. Et puis après, j'ai fait un parcours universitaire. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire. Simplement, l'universitaire, c'est une modalité d'exercice qui est très agréable quand on aime bien l'enseignement et faire de la recherche, puisqu'on a un temps dévolu pour faire ces deux activités. La deuxième question, c'était quoi, Valentin? Tu as retiré le… Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, Valentin, je suis désolé. C'est mieux comme ça. Quelles Ouais. sont les caractéristiques de ton mode d'exercice? La fonction, alors déjà en CHU, si on prend même un peu globalement, donc c'est vrai que c'est peut-être la modalité d'exercice que vous connaissez la mieux parce que vous avez été étudiant hospitalier au sein de CHU le plus souvent, mais souvent aussi parfois avec des stages en périphérie. Bon, on va dire que l'avantage peut-être d'un CHU, mais c'est de moins en moins vrai, c'est d'avoir toutes les spécialités au même endroit, ce qui est très pratique pour prendre en charge quasiment tous les patients. La deuxième chose, c'est qu'il y a une activité de recherche qui est aussi souvent importante avec des liaisons avec les équipes INSERM ou d'autres équipes de recherche. Mais ça, encore une fois, Ly va le dire et Nathalie l'a dit, ça peut tout à fait se faire en périphérie. Et puis, donc plutôt voilà, une activité qui est pour le soin, mais aussi dédiée à la recherche et aussi à l'enseignement. Et puis, juste pour vous dire qu'on n'est pas toujours enfermé dans une étiquette quand on fait de la médecine intensive réanimation, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de toxico parce que c'était mon appétence. Et j'ai une activité, par exemple, partagée aujourd'hui en termes de soins entre le centre antipoison, qui est une autre activité, et la médecine intensive réanimation de Lariboisière. Donc, on peut tout à fait avoir des activités qui évoluent avec le temps. Et c'est quelque chose de sympa parce que finalement, on a une formation assez généraliste. Et ensuite, pourquoi je conseillerais la MIR? Peut-être parce que la médecine intensive réanimation, c'est finalement de la médecine générale de l'aigu, c'est-à-dire que vous allez apprendre au cours de votre cursus quasiment une grosse partie de la médecine, alors sans être spécialiste peut-être de telle ou telle molécule anticancéreuse, mais en tout cas, vous allez avoir une vision très globale. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas de prix. C'est le seul endroit où on peut faire un diagnostic en 2 heures. Quand vous êtes, moi, ce qui me frustrait en salle de médecine interne ou dans d'autres salles, c'est d'attendre parfois 2-3 jours pour avoir un scanner pour faire un diagnostic rapide. Quand vous avez un patient de réanimation, vous avez un scanner dans l'heure, vous avez très facilement une biopsie, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment très agréable d'un point de vue professionnel. Et pourquoi je conseillerais la MIR? 2 autres choses. C'est, comme mes collègues l'ont dit, c'est le travail d'équipe. C'est vrai dans toutes ces professions de la médecine de l'aigu, c'est d'avoir
vraiment des équipes. Et en fait, si vous n'entendez pas avec l'infirmier ou l'infirmière ou inversement, bah, ça ne marche pas. Donc, c'est un vrai travail d'équipe qu'il faut travailler. Et puis, dans notre contexte à nous de soins aigus chez le patient parfois inconscient, il y a quelque chose peut-être qu'on aime de plus en plus avec le temps, c'est d'informer les familles, de discuter avec les familles, parce que vous savez que c'est aussi important, en tout cas pour leur équilibre mental, que de soigner leurs proches, puisque bien informer un patient, bien recevoir une famille, ça leur diminue notamment les stress post-traumatiques, etc. Et c'est un autre versant que je n'avais pas vu au départ dans mon stage, quand j'étais interne, mais que j'apprécie au cours du temps. Voilà. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, où on pourra les faire à la fin à tous nos orateurs ou en fonction de l'orateur concerné. Et c'est vrai qu'il y a une grande richesse dans le côté hospitalo-universitaire où, comme tu l'as dit, on peut moduler en fonction de ses appétences sa carrière. Il ne faut pas croire que c'est inscrit dans le marbre et qu'on ne devra faire que de la réanimation et on n'aura pas le droit de sortir de son service. Ce n'est pas du tout comme ça. Je crois que Lee aussi était connecté. Oui, tout à fait. Ouais. Bonsoir Lee. Bonsoir à tous. Ce qui est pas mal de passer après tout le monde, c'est que du coup, je peux dire que je suis vachement d'accord avec chacun. Mais bon, je vais répondre aux questions dans l'ordre. Donc moi, je suis réanimateur. Je suis effectivement, comme beaucoup de seniors, issu de l'ancienne formule où on avait un internat spécialisé avant de prendre une deuxième spécialité, enfin un DESC de réanimation. Mais en pratique, on a tous comme point commun d'avoir souvent fait un internat assez polyvalent avant de s'orienter vers la discipline de MIR. Moi, je suis cardiologue au moment du classement à l'ECN et ensuite, assez vite, je m'oriente sur de l'immunologie qui s'associe à la cardiologie. Donc, je vais faire de la greffe cardiaque, je vais faire des stages de recherche et donc, je vais avoir un parcours d'interne de, d'un interne académique, quoi. Après, je vais faire un master 2, une thèse de sciences qui est complètement optionnelle lorsque vous êtes interne de médecine. Et puis, je vais faire un post-internat dans plusieurs spécialités en réanimation, en cardiologie. Et donc, à la fin de tout ça, j'ai été amené à m'intéresser à l'exercice libéral de la réanimation, qui est donc l'exercice qui se passe dans les structures privées, hein. Structures privées qui sont pas prédominantes en France au niveau de la représentation et de la proportion des lits de réanimation, parce que ça concerne à peu près 11% de l'offre de lits de réanimation sur le territoire, mais ça représente quand même du coup pas mal de boulot. Dans les années à venir, les caractéristiques du mode d'exercice que j'ai, elles sont en fait extrêmement proches de celles qui ont été déjà dites précédemment. Donc, vous avez un service. Moi, j'exerce dans un service de réanimation qui comporte 16 lits de réanimation et 16 lits d'USC, avec une ouverture prochaine à 24 lits de réa et 24 lits d'USC. Donc, c'est un très gros service de réanimation au sein d'un établissement qui a une activité polyvalente avec notamment une grosse activité de chirurgie cardiaque. On est la première structure de chirurgie cardiaque en Île-de-France au niveau privé, et là, cette année probablement privé et public. On a un exercice libéral, donc ça veut dire que concrètement, on est comme dans n'importe quelle spécialité médicale à exercice libéral basé sur la prise en charge de nos patients. Donc, l'avantage en réanimation, c'est que on n'est pas spécialement tarifé à l'acte. En fait, si vous vous occupez d'un patient dans un lit de réanimation, vous allez percevoir une indemnité. Et que ce soit un patient, deux patients ou trois patients dans ce lit, c'est la même chose. Donc en fait,
un des gros bonus à faire de la réanimation en privé, c'est que vous n'êtes pas à la course à l'échalote, quoi. Donc, vous n'êtes pas spécialement en train de vouloir faire 20 malades dans la journée en vous disant, ah ouais, à la fin de la journée, je m'achète une Porsche. En fait, c'est pareil pour vous. Ce qui veut dire que vous êtes super chiant pour tous les collègues parce que quand vous voulez que les choses soient bien faites, bah, c'est comme ça que ça va se faire. Comme vous l'ont dit tous les collègues, la réanimation, la mire spécialement, c'est une discipline qui s'exerce dans une équipe. Et en plus de s'exercer dans une équipe, vous avez un rôle en tant que spécialiste polyvalent très structurant au sein de l'établissement en fait. Donc ça veut dire que typiquement, parmi mes associés, on a tous des rôles transversaux. Que ce soit dans les comités de lutte contre les infections nosocomiales, dans les comités d'éthique. Moi, je dirige la structure de recherche de mon établissement. Donc, en général, on a un investissement dans le métier qui fait que forcément, on déborde un peu plus que la spécialité en elle-même de l'exercice médical, parce qu'il y a des choses en fait, si vous êtes investi dans votre boulot, vous allez vouloir faire en sorte que votre outil de travail s'améliore, et pour ça, vous avez besoin de construire dessus. Et ça, c'est un énorme avantage d'exercer dans le privé pour ça. Et donc, la réanimation dans le privé, ça a tout son sens pour cela, puisque vous faites partie de ces rares médecins en fait qui ont une vue d'ensemble sur le patient, sur son parcours et sur ce qui semble licite pour lui. Dans les caractéristiques du mode d'exercice, Nathalie avait dit que elle pouvait tutoyer tous ses collègues, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est top dans le fait d'être très proche de tous, que ce soit des paramédicaux ou des collègues qui exercent d'autres spécialités. Il y a effectivement une ambiance un peu familiale à partir du moment où vous êtes dans une structure pas très grosse, et ça c'est quelque chose de plutôt agréable. Et effectivement, la mire, c'est un petit peu une discipline pour impatients si jamais vous voulez avoir une réponse rapide à vos questions, parce que c'est vrai que c'est toujours frustrant d'avoir un patient en hospitalisation traditionnelle dans lequel il arrive pour une suspicion clinique d'une pathologie que vous avez en tête et que vous ayez un diagnostic qui se pose peut-être une semaine plus tard, alors qu'en mire, c'est vrai qu'on a des diagnostics très rapides avec des prises en charge qui peuvent s'adapter du coup d'heure en heure. Donc c'est vrai, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant que d'arriver le matin avec vous arrivez au boulot le matin, vous n'êtes pas encore confronté à un problème. Dans la matinée, on va vous poser une question, et avant la fin de la journée, vous aurez répondu à la question et vous aurez traité le problème. Et ça, il y a très peu de spécialités qui font ça. Voilà, donc pourquoi est-ce que je conseille la mire? Parce que en fait, c'est probablement une des seules spécialités qui vous permettent d'avoir un job qui soit satisfaisant, avec une stimulation intellectuelle qui peut durer toute votre vie. Vous avez des modalités d'exercice qui sont ultra larges, à la fois en termes de type d'exercice, et à la fois en termes de nature de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont vouloir faire des trucs super techniques et ils vont plutôt s'orienter là-dessus. Il y a des gens qui vont essayer de prendre un peu de recul et se poser des questions d'organisation ou de qualité de vie, qualité de prise en charge des familles, ce genre de choses. Il y en a qui vont s'orienter plus sur de la recherche, il y en a qui vont s'orienter sur de l'enseignement. Vous pouvez tout faire en même temps si vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment... je pense qu'il y a très peu de spécialités qui vous offrent une telle pléthore à la fois mode d'exercice et type d'exercice. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux 3 points, Valentin. Merci beaucoup, Lys, c'était parfait. On voit qu'il y a quand même plus de 10% des lits de réanimation qui sont dans le privé, donc c'est pas rien. Que c'est pas que de la réanimation chirurgicale, il y a aussi une partie médicale. Il y a donc vraiment un mode d'exercice peut-être moins bien connu des étudiants quand ils sont externes, mais qui existe et qui offre plein d'avantages aussi, en tout cas qui a des caractéristiques communes qui sont la réanimation et différentes en même temps, comme tu l'as bien dit. On a eu 2 questions pour l'instant. La première, c'est est-ce qu'on peut poser ces vacances sans difficulté dans les services de réanimation? C'est un peu la grande force des services de réa, c'est qu'on est très nombreux dans les externes, dans les internes. Donc, c'est assez rare que
tout le monde veuille la même semaine. Là où ça peut être parfois plus compliqué dans les services où il y a moins d'internes, ou quand il n'y a que 2 internes, on ne peut pas prendre sa semaine de vacances en même temps. En réanimation médicale, on a rarement le souci de se dire qu'on veut tous la même semaine au même moment, comme dans tous les services, et ça, ce sera partout en médecine. Il y a toujours la question des vacances de fin d'année qui est parfois un peu plus complexe, mais en dehors de ça, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si Clémence est toujours là et si elle sera d'accord avec moi pour dire ça, mais moi, je n'ai jamais eu de problème de poser des vacances. Oui, je suis d'accord. Et pour avoir fait du coup les services de spécialité et les services de réa, c'est toujours plus simple en réanimation. Je pense que comme on a l'habitude de travailler avec les gardes, on a une gestion du planning qui est assez optimale et on trouve assez facilement des solutions pour que tout le monde puisse partir en vacances. Oui. Il y a une question où je demanderai à tout le monde de répondre, donc je vais répondre juste aux questions où j'ai les réponses et où ça n'invite pas forcément tout le monde à répondre. La maquette de MIR permet-elle la réalisation d'un stage en trauma center? Oui, moi j'ai fait 3 mois en trauma center, c'est tout à fait possible de passer en REHCHIR. Il n'y a aucune contre-indication à ça. Oui, à Strasbourg, ça a été fait aussi pour un Voilà. interne. Et donc, ça se voit avec son coordinateur, mais il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et d'autant plus quand on est amené à pouvoir faire de la réa en périphérie, on ne gérera pas des gros traumas, puisque les gros traumas sont orientés vers les CHU. Mais savoir gérer un traumatisé thoracique, c'est toujours utile. Donc, ça peut tout à fait s'intégrer dans la maquette. Les droits hors mort, ça peut tout à fait se faire vers l'aspect médical et chirurgical. C'est en fonction du rang utile. Il n'y a aucune possibilité de vous bloquer si vous avez le rang pour faire la spécialité. On peut passer de la chirurgie à la psychiatrie, à la réanimation avec ces droits hors mort tant qu'on a le classement. Les interchus, ça dépend des subdivisions. En réanimation, c'est assez facile d'en faire parce qu'il y a des réanimations qui ont des particularités des particularités propres, par exemple sur les carticelles, sur un certain nombre un tropisme de recrutement. Et donc, pour faire des interchus, quelle que soit la région dont on vient, on doit justifier que ça n'existe pas de la région dans laquelle on est. Donc, à de rares exceptions près, on peut toujours trouver un endroit qui fait quelque chose qui n'est pas fait dans notre région. Donc, c'est assez facile. On peut réaliser des stages en SMUR, oui, si c'est ouvert, on a le droit de faire des gardes en SMUR. Pour le SMUR, après, plus loin, en post-internat, comme on l'a dit, ça dépendra des régions. Normalement, c'est plutôt les urgentistes et les anesthésistes, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a des déficits. Donc, je pense que ça, c'est à voir endroit par endroit. La salle de déchocage, on peut y avoir accès dans son internat en faisant le trauma center avec le déchaud. Donc ça, c'est plus par rapport à la réanimation. J'avais une question par rapport à l'accès aux services de spécialité, par rapport aux internes de spécialité. Ça dépend des subdivisions, mais sachant qu'on doit avoir accès à des postes, parfois ça dépend des subdivisions. Mais pour la mienne, on a des postes ouverts spécifiquement en tant que réanimateur, donc on n'est pas mélangé avec les cardiologues, les néphrologues ou autres. Donc on peut avoir accès à des stages de CHU, même si d'autres qui sont mieux classés dans d'autres spé ne sont pas forcément sur les mêmes listes. Oui, et Oui. juste pour compléter, souvent on est même les bienvenus dans les spécialités médicales parce que ça permet de libérer un interne de cette spécialité pour aller dans un autre terrain de stage. Donc, pour ma part, je trouve qu'on a un accès aux services de spécialité assez facile et qu'on est toujours les bienvenus. Et alors là, j'ai 2 autres questions qui se posent et je pense que tout le monde peut y répondre parce que ça n'invite pas forcément à une réponse univoque. Il y avait la question de Laura qui était on vend tous notre spé. C'est vrai qu'on aime beaucoup notre spécialité, donc on a toutes les raisons de la vendre. Est-ce qu'il y a des points négatifs ou des choses qu'on aime moins ou qui semblent importantes à être prises en compte? Moi, c'est ce que je t'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était des qualités pour moi, c'est des caractéristiques de la spécialité. Si on aime bien travailler plus en solitaire, si les gardes, on déteste ça, on n'aime pas être à l'hôpital la nuit, si voir du sang, c'est absolument impensable, et si on réagit assez mal au stress, moi je trouve que c'est stimulant de savoir garder son calme dans des situations critiques, mais il y a des gens que ça tétanise totalement.
c'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte en se disant est-ce que ça me correspond, est-ce que ça ne me correspond pas. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Oui, je suis plutôt d'accord en fait parce que la mire a l'avantage de ses qualités. Enfin, les qualités de la mire sont aussi ses défauts. Les gardes, pour certains, c'est un avantage, pour d'autres, c'est plutôt un défaut. La situation d'urgence, c'est stimulant et pour d'autres, ça se tétanise. Donc, ça dépend de tout un chacun et c'est en fonction de ce qui nous plaît et de comment on voit les choses. Mais les vrais inconvénients, je pense que c'est un peu les mêmes inconvénients que dans les autres spécialités médicales, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous allez devenir interne, donc vous allez avoir des responsabilités qui vont grandir au cours du temps. Et être docteur, ça demande beaucoup de responsabilités. Je pense que c'est un métier qui est prenant, quel que soit ce que vous faites. Donc, la mire, elle a certains avantages, en tout cas en termes de qualité de vie, hein. Moi, je trouve qu'un repos de garde le lendemain, quand on prend des gardes, par exemple, hein, eh ben, bon, faut aimer ça, mais c'est vrai qu'une journée libre, moi, je vais chercher mes enfants, etc. C'est quand même pas mal de pouvoir couper les semaines comme ça aussi, hein. Oui, moi, je suis Ensuite, ouais, on avait comme question par rapport aux réanimations polyvalentes, est-ce qu'elle privilégie au recrutement plutôt des réanimateurs chirurgicaux issus de l'internat d'anesthésie par rapport au MIR? La réponse que j'ai envie de te faire, c'est que on réfléchit pas trop comme ça dans les hôpitaux. Alors, je suis pas chef de service, mais généralement, c'est plus un bon contact avec une personne qui s'intègre bien dans l'équipe et les deux peuvent être recrutés. Il y a beaucoup de réanimations polyvalentes qui ont des difficultés de recrutement et il n'y aura jamais de point de non-retour sur une candidature parce qu'on est MIR ou MAR. C'est plutôt comment on s'intègre dans une équipe et c'est beaucoup plus des facteurs humains qu'on s'arrête sur un diplôme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lily, Dominique. Oui, c'est souvent des Alice. relations qui se sont tissées au cours du temps, etc. Donc, ça joue peu, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est pareil pour tous les secteurs d'exercice. Pour une réanimation polyvalente, elle peut employer tout à fait des gens de MAR ou de MIR de manière indifférenciée, quoi. Donc, vous ne serez pas spécialement privilégié ni même ou défavorisé selon le choix entre les deux. On a une question, y a-t-il des choux où la place des MIR est mise à mal par les MAR? Sincèrement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des réanimations médicales où les internes sont généralement avec leur coordinateur, puisque le coordinateur est souvent le chef de service, pas tout le temps, mais souvent le chef de service de réanimation médicale du CHU. Donc là, évidemment, les internes de MIR ont toute leur place. Moi, je suis passé en trauma center, donc vraiment dans un secteur d'anesthésie, réanimation chirurgicale. Euh, il n'y a aucun souci. Il y a toujours, on a un historique parfois de compétition entre les deux spécialités. Parmi les plus jeunes, elle n'existe pas aujourd'hui. Chacun a trouvé sa place et moi, je suis extrêmement heureux de travailler avec certains anesthésistes parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Eux sont très heureux de travailler avec nous parce qu'on a aussi des choses à leur apprendre. Donc, c'est vraiment pour moi une relation qui se fait bien. Il reste peut-être des endroits où il y a des tensions historiques, c'est un peu compliqué, mais dans la jeune génération, pour moi, il n'y a aucune tension. Je Je suis sais pas parfait, si les ouais, autres on sont est d'accord. d'accord, hein. Dans les CHU, enfin, historiquement, il y a 10-15 ans, ça pouvait exister. Et même, c'est ce que je voudrais dire, c'est que s'il y avait eu quelque chose comme une tension, objectivement, moi, je l'ai plutôt ressenti dans l'autre sens. Donc, mais là, en 2023, je pense que c'est pas un sujet, quoi. Vraiment pas, il ne faut pas avoir peur dans un sens ou comme dans l'autre. Il y a des questions. Alors, dans les autres questions, est-ce que en tant qu'intensiviste, on peut poser des ECMO ou ça reste du domaine de la chirurgie cardiaque? Il y a certaines réanimations où je sais que les ECMO sont posés par les réanimateurs. Chez moi, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, Lily, je pense que c'est toi qui as le plus d'expérience là-dedans. Alors, les ECMO véno-veineuses sont posées de manière routinière par des réanimateurs dans des réanimations polyvalentes, parce que l'abord est percutané
pour le coup a fait preuve vraiment d'une équivalence avec la pose chirurgicale. En fait, c'est un gros cathéter, donc vous pouvez poser des ECMO véno-veineux sans problème. Enfin, quand je vous dis sans problème, il faut être formé, mais c'est faisable. Les ECMO véno-artériels souvent font l'objet d'une prise en charge mixte où il y a souvent un collègue chirurgien qui pose la canule artérielle. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, tu peux mettre des ECMO si tu es réanimateur. Ça dépend évidemment de ton mode d'exercice et avec qui tu bosses, mais oui. Alors, il y a 2 questions sur est-ce qu'on peut accéder à l'anesthésie sans droit au remords ou avec des DU? Non, l'anesthésie, le bloc opératoire, on fait 6 mois de stage là-bas, on peut en faire plus si on a une appétence particulière, mais on ne devient pas anesthésiste par la maquette de mire. C'est vraiment pas son objectif. La réanimation médicale, c'est une discipline qui est extrêmement large, extrêmement riche, et elle nécessite un internat en elle-même. Et donc, on ne peut pas devenir faire de l'anesthésie et de la réanimation médicale en plus dans sa maquette. C'est 2 portes qui sont vraiment différentes. Et ça, il faut en avoir conscience. Si on a eu un attrait pour le bloc opératoire, la médecine intensive n'ouvre pas les portes du bloc opératoire. La question pour les surspécialités durant l'internat, comme la maladie infectieuse, la cardio, quels peuvent être les débouchés par la suite? Y a-t-il un nombre limite d'internes pour en faire un parcours orienté vers une spécialité par subdivision? Non, je ne pense pas qu'il y ait un nombre d'internes qui soit limitant. Ça dépend du tropisme de la réanimation médicale dans laquelle on est au CHU, s'il y a un tropisme particulier. Je pense que si tu as une envie particulière, faut en parler assez rapidement avec son coordinateur, se laisser la possibilité aussi d'être surpris par d'autres choses et de changer son fusil d'épaule. Parfois, on a une idée en tête et après, on change. Les débouchés par la suite, c'est si on va dans des réas très spécialisés où on fait, par exemple, beaucoup de chirurgie cardiaque ou beaucoup de cardiologie, ça peut être intéressant d'avoir fait que de la cardiologie, mais aussi, parfois, ils sont très contents d'avoir quelqu'un qui a une autre valence, d'autres choses à leur offrir. Je ne pense pas qu'il y ait de limitation. La maquette, on l'a construit déjà par soi-même et avec l'aide de son coordinateur de DES. Je ne sais pas si c'était ta question, Marie. Peut-être tu peux prendre la parole. C'était les surspé de réanimation, c'est ça? Ou c'était… Je ne sais pas si Marie est encore là. Bon, parce qu'il y a, en tout cas, il y a néanmoins des surspécialités qui peuvent être faites pendant le cursus qui s'appellent des FST, là, qui sont des formations transversales, des équivalents de DESC. Et celles qui sont ouvertes à la mire, c'est pharmaco, nutrition, soins palliatifs, hygiène et douleur. Donc ça peut être tout à fait un complément pendant l'internat. Et puis, il y a aussi une option en réanimation pédiatrique, ceux qui veulent faire de la réanimation pédiatrique. Et elle vient de nous dire que la question portait bien sur les stages de médecine. Donc, généralement, les coordinateurs de DES ne bloquent pas une spécialité. Après, ils peuvent dire que dans la région, ce qui leur paraît important, mais déjà, il n'y a pas une obligation quand on fait son internat d'exercer dans la même ville après son internat. Il y a parfois des places en périphérie et les coordinateurs comprennent tout à fait qu'on puisse avoir des projets de vie qu'on puisse vouloir absolument faire une spécialité et que ce soit pas bloquant du tout. Donc ça, je pense que ça faut en discuter avec son coordinateur, mais il n'y a pas de… C'est assez rare. Moi, j'ai entendu aucun interne me parler que son parcours était bloqué par son coordinateur pour s'orienter vers une spé. En ce qui concerne la spécialité MIR, la formation est-elle équivalente dans toutes les subdivisions ou existe-t-il des spécificités? Alors, on a la chance d'avoir un collège des enseignants qui organise énormément de journées de DES tout au long de son internat, d'avoir un congrès qui a lieu tous les ans, dans lequel on a vraiment un apport pédagogique qui est très important et qui est très orienté vers les internes. Ça, on peut remercier le CEMIR pour les journées de formation et la SRLF pour le congrès, la Société de réanimation de langue française. Après, il y a des subdivisions où, par l'orientation des médecins qui y sont, il y a des spécificités dans les services. On a des formations locales dans les services par les cours, des formations interrégionales et des formations nationales.
Donc, il y a évidemment des spécificités par subdivision, mais elles tendent à être toutes équivalentes parce que toutes les subdivisions organisent des cours au sein de la région. Toutes les subdivisions ont les cours nationaux. Donc, il y a des spécificités, tout le monde n'aura pas les mêmes cours, mais il n'y a pas d'endroit où il y a des catastrophes, où il y a des choses qui sont impensables. Après, il y a des spécificités. Je ne sais pas si Dominique, tu es d'accord avec moi. Oui, non, enfin, il se trouve que je suis responsable de la commission pédagogique du CEMIR et non, en fait, il y a quand même un vrai effort pour que et on le voit bien quand on rencontre nos internes, il y a un vrai effort pour qu'il y ait une formation qui soit la plus homogène possible sur le territoire et qui s'améliore d'année en année. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de réelles différences entre les régions. Eh bien, écoutez, je regarde, on va laisser… Ah, une nouvelle question. Est-on cloisonné à la réanimation? Est-ce qu'on peut envisager des fins de carrière plus chill? Je pense que le côté cloisonnement à la réanimation, c'est assez large, la réanimation. Donc, ça offre un mode d'exercice très varié. Et je pense qu'on peut s'orienter vers plein d'autres choses. Moi, je connais un pneumologue qui a fait le desk de réanimation et qui maintenant s'occupe de toutes les questions des transplantations. Donc, il est à 70% du temps sur la question de la transplantation au sein de son hôpital. Dominique parlait de son expérience en centre antitoxico et je pense que Dominique et Nathalie ont plus d'expérience que moi pour répondre, donc je vais les laisser répondre, mais il n'y a pas de cloisonnement à la réanimation et déjà, c'est très, très large avant d'avoir exploré toute la réanimation. Je pense qu'on a du temps. J'ai juste rajouté un truc, c'est que en fait, là, vous êtes interne, donc vous êtes jeune. Moi qui suis un peu plus vieux, c'est que une carrière hospitalière, elle évolue avec le temps. C'est-à-dire que peu à peu, on peut accepter des responsabilités transversales au sein de l'hôpital. Dans certains hôpitaux, pour des raisons X ou Y, on peut accepter des missions parfois même un peu déconnectées du soin si on le souhaite. Enfin, donc oui, c'est tout à fait possible. Moi, je connais bien la PHP, mais à la PHP, il y a des médecins aujourd'hui qui assurent des missions très transversales et parce qu'ils souhaitent avoir, en fonction de leur spécialité, une fin plus chill, hein, comme tu dis. Ensuite, Lily, je ne sais pas si tu voulais intervenir aussi. Je pense que tu as plein d'exemples de réanimateurs qui ont fait d'autres choses. Bah, c'était par rapport au fait de dire que on pouvait changer de type d'exercice au cours du temps, évidemment. Là, par exemple, pour vous donner un ordre d'exemple, le directeur médical actuel de mon établissement, c'est un des anciens réanimateurs. Et en fait, il a changé de fonction parce que, comme je vous le disais avant, eh ben, on est amené à prendre des fonctions transverses de par notre investissement au sein de la structure. Et donc, tout naturellement, il est passé sur une position administrative à plein temps. Donc, il a changé de type d'exercice. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent fréquemment que de pouvoir se réorienter au sein au fil de sa carrière en fonction de vos appétences du moment, quoi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable en mire, et notamment parce que vous aurez cette opportunité. C'est pas le genre d'opportunité qui est ouverte à tous, mais vraiment dans ce type d'exercice dans lequel vous êtes amené à rencontrer tous les tous les intervenants de votre établissement, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Ensuite, on a une question assez subjective, mais la plus-value en termes de formation, de s'orienter vers une subdivision avec un drainage de patients dans des centres plus importants type APHP versus une subdivision avec un drainage de patients moins conséquent. Alors, tous les CHU drainent des bassins de population de taille très importante. Déjà, il faut le savoir, il n'y a pas un CHU qui draine 50 000 habitants, hein. C'est toujours des bassins de population beaucoup plus larges. Donc, il y a une diversité. Après, c'est sûr qu'à la PHP, il y a beaucoup de centres référents dans lesquels on envoie des patients. Donc, parfois même d'un CHU vers un centre référent de la PHP sur des choses très spécifiques. Donc, il n'y a pas de bénéfice, c'est des caractéristiques. C'est-à-dire que ces stages de réanimation à Paris, il y a des réanimations plus médicales, mais plus polyvalentes, et on peut passer dans des réanimations avec des tropismes très spécifiques. Je peux te citer la réanimation de Saint-Louis, où
il y a une vraie valence immunodéprimée, où donc il gère beaucoup de patients immunodéprimés. Il y a la réanimation de Lariboisière où il y a beaucoup de questions de toxicologie. Je pense que Dominique en parlera mieux que moi. Moi, au CHU de Reims, on a une réanimation médicale polyvalente. Donc, dans sa maquette, si on a envie, à Paris, on peut à la fois décider de faire du polyvalent ou de s'orienter très spécifiquement. Nous, on a la chance aussi de faire beaucoup de polyvalents dans notre réanimation et de ne pas se cantonner à un type de patient. Après, quand on se cantonne à un type de patient, on devient très spécialisé dans ce qu'on fait et on a l'occasion de faire de la recherche, de toucher à vraiment à la finesse de la spécialité. Et c'est parfois assez satisfaisant de faire les choses qui sont à la pointe. Et peut-être pour ajouter quelque chose, c'est que en fait, ce qui va différencier, tu parles de la PHP, etc., c'est plutôt la grandeur de la ville. C'est-à-dire que plus une ville est grande, plus il y a de services médicaux ou chirurgicaux, voilà. Et donc, plus tu auras de choix de terrain de stage. C'est surtout ça, je pense, qui est important dans votre formation. C'est que si vous êtes dans une ville où il y a un CHU qui n'est pas… vous aurez plus de mal peut-être, hein, mais ça, c'est le choix de l'internat, hein, mais c'est parfois plus difficile de faire le truc que vous auriez voulu faire. C'est comme tu dis, c'est comme ça que ça se choisit, en fait, la vie, en plus de votre qualité de vie. Ouais, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté sa qualité de vie. Hein. On vous en parle, on sait que c'est important. Pour nous, ça l'est aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le choix de sa ville. C'est assez important. Les FST, est-ce qu'elles permettent une activité de consultation ou de service clinique? Dominique, je ne sais pas si tu peux Oui, répondre à cette normalement, question. quand vous avez une FST, ben, vous êtes diplômé après dans la spécialité de la FST. Donc, alors après, il faut choisir si on s'inscrit à l'ordre, comment on s'inscrit à l'ordre, mais ça peut vous donner une autre activité tout à fait au sein de l'hôpital. C'est fait pour ça d'ailleurs. On a une question sur le DU de médecine intensive. Est-ce qu'il est possible de devenir MIR avec une autre spécialité plus un DU, un peu comme le desk d'avant? Alors, la réponse est non. Voilà. Tout simplement, le principe étant qu'il y a une maquette spécifique de médecine intensive réanimation qui a vraiment sa raison d'être, comme on vous l'a dit, on vous a expliqué les spécificités de la matière. Devenir intensiviste par des DU, c'est pas possible aujourd'hui, à la fois bientôt dans les textes, c'est écrit comme ça, et aussi parce que c'est pas cohérent. Alors, il y a toujours des exceptions avec des soins intensifs de pneumologie, par exemple, et c'est des soins intensifs sur un organe et dont l'existence sera de plus en plus couplée à la nécessité d'avoir une réanimation médicale à côté en cas d'aggravation. Pour un exercice, Théo, en réanimation médicale avec une orientation vers la recherche, est-ce que le DES-MIR apporte des avantages à l'embauche et à l'exercice par rapport au DES de MAR? J'ai envie de répondre que si on a envie de faire de la réanimation médicale avec de la recherche, c'est beaucoup plus cohérent de faire de la MIR que de la MAR. Après, comme on l'a dit, c'est des facteurs humains qui rentrent en compte avant tout dans le recrutement. Mais si c'est pour faire que de la réanimation médicale, l'intérêt avec le tropisme et les apports des stages de la médecine, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à faire MAR. Ça paraît moins cohérent avec ce projet de vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une activité de recherche qui est plutôt très bonne dans les deux disciplines par rapport même à d'autres spécialités médicales, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que si tu veux faire réanimation médicale plus recherche, il faut mieux être MIR, je pense. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Merci à tous de votre participation. Merci à tous d'être venus, à tous les médecins qui ont accepté d'intervenir pour cette session. Le live sera disponible en replay et nous, on refera un live avec l'ISNI pour présenter plus rapidement la maquette en même temps que les autres spécialités le 26 juillet. Je voudrais vraiment encore beaucoup remercier
à la fois Clémence, Nathalie, Lie et Dominique de s'être libérés ce soir. Et l'Angemire se tient à votre disposition si vous avez des questions sur notre page Facebook, sur Instagram ou par mail. Et dans le guide des subdivisions qui est pour l'instant sur le CEMIR et bientôt sur le site de l'Angemire qui est en train d'être reconstruit, vous avez un référent par subdivision si vous avez des questions spécifiques à une subdivision. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et encore merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.